chrétiens européens de, ne- de comprendre ce qu'est la laïcité. Moi, j'appartiens à un pays européen et chrétien, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que c'est. Mais lui, c'est un théologien. Alors, les théologiens, ils sont forts et ils vous expliquent bien les choses. Donc, il va vous dire sa définition de la laïcité. Il y a deux, il y a deux points de vue sur la laïcité. Il y a ceux qui pensent que la laïcité, c'est une neutralité bienveillante de l'État à l'égard des religions. Et puis, il y a ceux qui pensent que c'est une arme de guerre des irreligieux contre les religions. Bon, alors, vous verrez un peu comment il pose le débat et je vous laisse dialoguer avec lui. Je lui ai dit votre souhait que la présentation soit courte et que ça débouche sur un dialogue. Voilà. 20 minutes. Combien? 20 minutes, 10 minutes, 15 minutes? 15, 10 minutes, c'est très court. 15 minutes. 15 minutes, 15-20 minutes, pas plus. Hein? Ça permet de discuter Voilà. après. Et puis, il est un peu compliqué. Moi, je ne comprends pas tout ce qu'il dit. Donc, si vous ne comprenez pas, vous l'arrêtez, puis vous lui demandez d'expliquer. Hein. Voilà. Les théologiens, ce ne sont pas des gens simples. Hein. Allez, je vous laisse avec le père Bourdin. Non, mais reste avec nous. Bonjour Voilà. Luna, bonjour Ziad. Bonsoir. Et bonsoir, oui, à vous tous et à vous toutes. Il est tard chez vous actuellement? Non, il est 8h30 chez nous, pas de problème. Ah, 8h30 du matin? Non, le soir, 20h30. Ah oui, donc vous êtes un peu plus en avance que nous. Une heure de décalage entre nous et vous. Voilà. Donc, merci beaucoup Bernard pour cette participation, cette contribution virtuelle pour la deuxième fois. Oui. Donc le thème aujourd'hui, c'est compliqué pour le vendredi parce que c'est le week-end, c'est pour cela toujours. C'est notre dimanche à nous, hein, c'est ça. Voilà, c'est comme le samedi dimanche à vous. Donc il y a des fêtes de mariage. Donc on va essayer la prochaine fois, Jean-François avec Philippe, avec les autres, de choisir une autre date, un autre jour adapté avec tout le monde. Parce que vendredi, c'est comme vendredi, samedi, c'est comme dimanche, c'est comme samedi, dimanche chez vous. Donc il y a 3 qui vont aller à une fête de mariage ce soir. Il y a 2 qui ont des soirées familiales. Donc c'est pour cela, il y a des autres qui vont nous joindre. Donc merci beaucoup Bernard. Donc comme elle a dit Jean-François, le thème aujourd'hui, c'est laïcité. Donc, laïcité, c'est vrai, c'est un concept différent d'un pays à un autre, d'une culture à une autre, d'une civilisation à une autre. Voilà. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de débats en France avec laïcité, le port de voile, les signes religieux. Donc, mais le contexte, mais nous, comme on est ouvert sur la culture française, on essaie un peu de comprendre, d'échanger pour contextualiser, ça veut dire comprendre le contexte, même si le contexte est différent. Donc, on vous laisse s'exprimer, présenter votre exposé pendant 15 minutes. Après, il y a des questions de débat sur le sujet. Voilà. Je pense que ce qui est très bien, comme vous dites, Ziad, c'est qu'il y ait des échanges ensuite. Donc, une quinzaine de minutes, c'est très bien. Voilà, vous vous exprimez sur le sujet, après, le débat sera ouvert. Exactement. À vous, Bernard, merci. Alors, à la lumière de ce que vous venez de dire, Ziad, l'histoire et l'actualité sont aussi importantes l'une que l'autre. Si on veut arriver à comprendre d'un petit peu plus près ce que veut dire laïcité, comme vous dites, dans un contexte français, qui n'est pas le contexte américain ou le contexte de bien d'autres pays européens, c'est très différent. Donc, l'Europe est très diversifiée de ce point de vue-là. Enfin, il y a beaucoup de points de vue, d'ailleurs. En fait, un premier point auquel j'ai pensé avant de vous rencontrer, c'est que le fait que même si on ne parle pas de laïcité au début de la Révolution française, même encore après d'ailleurs, il y a quand même un enracinement. Dès l'instant où il y a eu la Révolution a commencé, comme vous le savez, il y a eu... Excusez-moi, vous pourrez décaler votre chaise au milieu de l'écran, comme ça, pour vous voir un peu. Oui, d'accord. Je ne suis peut-être pas assez centré. Vous voyez bien, là? Ça va? Non, ça va, très bien, merci. Ça va, très bien, très bien. Merci. Oui, donc, dès le départ de la Révolution française, on ne parlait pas de laïcité, mais il y a eu cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont vous avez évidemment entendu parler,
et dans laquelle, dans l'article 10, il est clairement affirmé que toute opinion religieuse, chacun est libre de s'exprimer librement, y compris en matière religieuse, dans le domaine des opinions religieuses. Et ça, c'est un article évidemment extrêmement important parce que on bascule à partir de ce moment-là d'un régime où il y a une vérité religieuse officielle qui est le catholicisme, à une religion qui va rester la religion du pays, qui est le catholicisme. Mais chacun est libre en conscience de croire comme il veut. Et donc, les protestants ont un statut, les juifs ont un statut, les catholiques, etc. Enfin, les trois religions de l'époque, si vous voulez. Donc, forcément, ça pose dès le départ un premier jalon. C'est le rapport à une conscience libre sur laquelle on ne peut pas imposer une vérité religieuse, quelle qu'elle soit. La liberté de conscience. C'est la liberté de conscience. Les articles 10 et 11 aussi, mais déjà l'article 10. Alors, là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails en 15 minutes. Il s'est passé beaucoup de choses. L'idée on a même parlé d'un culte de l'être suprême, enfin bon, je passe sur tout ça. Il y a même eu une première séparation, ça c'est important de le dire. Il y a eu une première séparation de l'Église et de l'État en 1795. Donc on est dans la deuxième moitié de la Révolution. Il y a déjà une première séparation de l'Église et de l'État qui ne va pas réussir, puisque dès le moment où Bonaparte prend le pouvoir, en 1801, il promulgue ce qu'on appelle le Concordat, c'est-à-dire qu'il redonne un statut à l'Église catholique, mais tout en maintenant la séparation, c'est-à-dire que le catholicisme devient la religion de la majorité des Français, mais n'est plus de religion d'État. Donc, il prend acte d'un acquis de la Révolution. Ce n'est pas vraiment une séparation, si vous voulez, mais puisqu'il y a la reconnaissance du catholicisme comme religion majoritaire, mais tous les autres cultes sont reconnus. Donc, le Concordat, en fait, c'est un régime de reconnaissance des cultes. D'ailleurs, vous noterez que j'utilise un mot qui est le mot culte, qui est un mot très important. Parce que ça, vous voyez, l'histoire, voilà un exemple où l'histoire éclaire aujourd'hui. Encore aujourd'hui, nous raisonnons, quand on dit laïcité, en termes de culte. Et le Concordat, qui a été défait par la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, et donc le régime sur lequel la République française aujourd'hui encore existe, en dépit de cette loi, l'Alsace et la Moselle, il y a 3 départements qui ont été annexés par l'Allemagne jusqu'en 1918, entre 1870 et 1918. Ce sont des départements limitrophes de l'Allemagne. Ce sont des départements qui étaient limitrophes français, mais voisins de l'Allemagne. Eux n'ont pas connu cette séparation. Et donc, lorsqu'ils sont redevenus français en 1918, ils ont conservé le statut du Concordat. Donc en France, il faut que vous sachiez qu'encore, au moment où je vous parle, il y a toujours un régime concordataire en Alsace et des petits départements de la Moselle. C'est-à-dire, oui, Strasbourg et Metz, les 2 villes importantes. Tu peux nous définir justement, le Concordat, c'est qu'il y a un lien avec l'État, il y a une reconnaissance des cultes par l'État, mais il n'y a pas de religion d'État. Ça, c'est le régime de Bonaparte. Et ce régime continue dans cette région. Et d'ailleurs, c'est important pour vous musulmans, parce que même encore aujourd'hui, on le voit bien, sur le statut de l'islam en France, il est clair que l'islam n'existant pas à ce moment-là en France, en tout cas sous la Révolution, Napoléon, et puis ça commence à venir avec les conquêtes coloniales, mais il n'y a quasiment pas de musulmans en France. Il faut attendre la Grande Mosquée de Paris en 1923, je crois. Mais il n'y a pas de culte musulman. Mais maintenant qu'il y en a un, dans le Concordat d'Alsace, c'est utile, parce qu'il est plus facile de faire reconnaître le culte musulman que dans la France laïque, forcément. Parce qu'il y a un régime de séparation, mais dans la reconnaissance des cultes. Donc ça nous vient, vous voyez, l'histoire est très importante, parce qu'il y a un héritage du Concordat.
Ah oui, la perspective historique est indispensable pour Voilà, oui, parce que comprendre sinon, on la ne chose. comprendra pas. Alors, puis vous allez voir la suite. Alors, ensuite, quand on en arrive à parler de laïcité, quand le mot va apparaître, en fait, c'est un mot dont on discute beaucoup en France sur l'usage, l'apparition de l'usage de ce mot. Certains disent même, j'ai entendu récemment, dans les années déjà 1845, on commence à en parler. Le mot est aussi belge. En Belgique, on en parle beaucoup. Et en fait, le mot va d'abord s'appliquer en réalité à la séparation de l'université, puis des écoles, de l'Église, qui étaient tenues en partie par l'Église, avec l'État. C'est-à-dire que, par exemple, en 1874 et 75, il n'y aura plus en France, à la Sorbonne, de faculté de théologie catholique. C'est fini. D'où la création, dans le même contexte, des instituts catholiques. Par exemple, si un jour vous venez en France, vous verrez qu'il y a en France des instituts catholiques. Ils ont été créés parce que l'enseignement théologique a été interdit en raison de la laïcisation de l'université. Vous voyez? C'est là que le père Bourdin enseigne. Alors moi, j'enseigne à l'Institut catholique de Paris, par exemple. C'est un exemple. Parce que, alors j'enseigne pas en théologie, mais c'est quand même un exemple. Alors, ça, c'est l'université, vous voyez, c'est ça la laïcisation d'abord. Ensuite, à partir en 1882 en particulier, on laïcise sous les débuts de la Troisième République, ce qu'on appelle la Troisième République, c'est les débuts de la Troisième République. On a laïcisé l'enseignement primaire et secondaire, donc les écoles primaires et les lycées, le collège et lycée. Alors, cette laïcisation voulait dire qu'il fallait que, c'était le grand combat en France au XIXe siècle, il fallait absolument que l'État ait une autorité sur les consciences, les enfants et les jeunes. Et on ne voulait plus que l'Église ait un pouvoir sur les consciences. C'était à l'État de s'occuper donc de l'école, ce qui explique pourquoi, même encore maintenant, l'école en France est un haut lieu de conflit, de dispute entre l'État et l'Église. C'était très longtemps un lieu extrêmement complexe. Qui allait avoir le monopole sur les consciences? Alors, cela dit, il faut y mettre aussi un peu de nuance. D'une part, alors, le programme laïque de l'école, et donc à ce moment-là, notez bien, on ne parle pas de séparation avec l'État, c'est uniquement scolaire. La laïcité en France est d'abord scolaire et universitaire. Elle ne vise que l'enseignement. Elle ne vise pas la séparation de l'Église et de l'État. Et ça, c'est très important parce que souvent, l'image qu'on en a dans le monde, on pense Église-État. On oublie complètement l'école. Or, c'est d'abord l'école, la première question. Et cela étant dit, le ministre qui a organisé, qui est célèbre, qui a organisé cette séparation, c'est Jules Ferry. Et c'est un nom qu'il faut retenir parce que Jules Ferry, c'est un ministre très important. C'était le ministre, à l'époque, on l'appelait de l'instruction publique. Et cela dit, ça ne voulait pas dire qu'il était contre les croyances. Là aussi, il faut faire tomber un malentendu. La laïcité n'est pas contre la croyance religieuse. Et c'est le célèbre mot d'ailleurs de Jules Ferry qui dit « Il faudra appliquer, quand on va parler de morale laïque enseignée à l'école, parce qu'il faut bien donner une morale aux enfants. Si on sépare l'enseignement de la religion de l'école, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de morale. Il y aura une morale. Et que dit Jules Ferry? Il faudra enseigner aux enfants la bonne vieille morale de nos pères. Qu'est-ce que c'est que la morale de nos pères? Donc, on ne va pas créer une morale nouvelle. C'est en fait la morale chrétienne d'avant, mais qui est simplement laïcisée. Vous voyez? Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas du tout une hostilité à la croyance. C'est une hostilité à ce que l'Église s'occupe des affaires publiques et de la conscience. Ce n'est pas la même chose. Et c'est si vrai que jusqu'en 1923, c'est une décision de Jules Ferry qui était acceptée, approuvée par la Chambre des députés. Il y aura toujours des devoirs envers Dieu. Des devoirs envers Dieu, c'est-à-dire que même Dieu
est laïcisé, au fond. C'est-à-dire que Dieu n'est pas la propriété de l'Église. Dans la morale de nos pères, il était convenu qu'il fallait enseigner aux enfants à l'école primaire les devoirs envers Dieu. Ça, on a complètement oublié maintenant. On ne s'imagine plus ça. En réalité, tout ça, c'est terminé, ça n'existe plus. Mais à l'époque, c'était fondamental. L'État républicain laïque enseignait les devoirs envers Dieu. C'est ce qu'on appelait en fait la religion naturelle. Il y a une sorte de religion naturelle. Vous voyez que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus fin. Alors, bien sûr que la laïcité, elle a un projet aussi. Et c'est le projet de la République. Ce projet, c'est au travers de cette séparation avec l'Église catholique, c'est d'éduquer et d'instruire, enfin instruire d'abord, mais aussi d'éduquer les enfants. Alors, il faut se remettre dans un contexte que même que les Français aujourd'hui n'imaginent plus. C'était un pays très rural où les enfants n'allaient pas à l'école, sauf les enfants des milieux riches. Et donc, les enfants travaillaient, par exemple, les fils de paysans travaillaient dans les champs. Ils n'allaient pas à l'école. Quelle période? À la fin du 19e siècle. C'était très clair. Et d'ailleurs, peu de Français, retenez bien ça, vous qui êtes francophones, peu de Français parlaient français. Parce qu'il y avait très peu de scolarisation. Les Français, en fait, parlaient les dialectes locaux. Les Bretons parlaient breton, les Alsaciens parlaient alsacien, les gens du Sud parlaient l'occitan. Peu de Français parlaient vraiment le français. On parlait bien plus le français en Russie qu'en France, parce que toute l'aristocratie russe parlait français. La langue diplomatique oui, de l'Europe. Donc, c'était une grande langue européenne, le français, mais les Français eux-mêmes, dans les milieux défavorisés, ne parlaient pas français ou très peu. Donc, c'est par l'école laïque que les Français vont apprendre le français, parce qu'ils vont être obligés d'aller à l'école. Alors ça, c'est un premier pilier de l'école laïque. L'école est obligatoire. Elle est obligatoire. Elle est plus facultative. C'est-à-dire que désormais, tous les enfants qui viennent des petits milieux paysans, les enfants d'ouvriers comme ceux de la bourgeoisie, seront obligés d'aller à l'école pour s'instruire et élever donc le niveau culturel, intellectuel du pays. Ils ne seront plus à travailler au champ. Alors les paysans n'étaient pas contents, mais c'était comme ça. Donc l'école républicaine laïque est obligatoire. Deuxième pilier, elle est gratuite. Mais oui, parce que les pauvres gens, les pauvres petits Français qui n'avaient pas d'argent, n'avaient pas les moyens, il fallait donc leur permettre d'aller à l'école de façon gratuite. C'était un service de la République française. Troisième pilier, et c'est le dernier, c'est la neutralité. Alors ça, la neutralité, c'est le grand mot. C'est le grand mot philosophique parce que, évidemment, neutralité voulant dire qu'il n'y a aucun enseignement religieux. Donc, c'est-à-dire, bien sûr, devoir envers Dieu, morale laïque, etc. Moi, j'ai encore connu ça, même Jean-François, dans les années 60, on avait ça à l'école. On nous apprenait le matin une leçon de morale. Mais les leçons de morale. Les leçons de morale, c'est ça, on a appris tout ça. On est encore de cette génération-là. Tout ça, c'est. Je voulais faire une remarque à propos de l'enseignement à la fin du 19e siècle. Je vois mon grand-père, lui, avait été scolarisé à l'école républicaine, et ma grand-mère, elle, avait été scolarisée chez les sœurs. Oui, oui, c'est ça, oui, bien sûr, oui. Alors, vous voyez, le caractère obligatoire permet, c'est trois mots en fait, obligatoire, gratuit, neutralité, ça voulait dire qu'on pouvait affranchir les Français de la religion en les ouvrant aux lumières de la raison. C'était tout un héritage du siècle des Lumières, depuis le XVIIIe siècle, par l'obligation d'aller à l'école, par le fait qu'elle était gratuite, donc elle ne créait pas de discrimination sociale, et par le fait qu'elle était neutre, c'est-à-dire que la religion, c'est sous-entendu le catholicisme, ne se mêlait pas
le catholicisme ne se mêlait pas de l'enseignement des petits Français. Donc, on n'enseignait pas la religion. Par contre, il y avait une morale et devoir envers Dieu. Alors, cela étant dit, une précision importante, il y a une idée qu'il ne faut pas que vous soyez trompés là-dessus. La République laïque a toujours accepté qu'il y ait des écoles privées. Et c'est encore le cas de nos jours. Le fait qu'il y ait une école laïque républicaine n'a jamais conduit à une intolérance à l'égard des écoles privées, notamment religieuses, et en particulier les écoles catholiques. Et c'est bien pourquoi l'Église catholique s'est organisée, par exemple en créant des instituts catholiques pour les universités, mais en créant aussi des écoles primaires et secondaires privées catholiques. Même les protestants, d'ailleurs, l'ont fait aussi. Je pense à l'école alsacienne à Paris. Donc, les écoles privées sont, bien sûr, étaient payantes, beaucoup plus chères, elles enseignaient plutôt à l'élite, mais elles avaient le droit d'exister. Et encore de nos jours, elles existent d'une manière plutôt même avantageuse, je dirais même. Donc, ça n'entraînait pas l'interdiction d'enseignement privé, mais il y avait une école, d'abord pour tous, qui était l'école laïque de la République. Et ça, c'est très important de l'avoir aussi à l'esprit. Alors, ce n'est qu'après que la République, les responsables républicains en sont arrivés à l'idée qu'il faudrait laïciser l'État, c'est-à-dire séparer l'Église de l'État. Donc, ce n'est lui qu'après. Après tout, on aurait pu se contenter de dire, bon, l'essentiel est fait, l'enseignement scolaire est laïque, l'enseignement universitaire est laïque, on arrête là, ça suffit. Et beaucoup de laïcs pensaient qu'il fallait s'arrêter là, d'ailleurs. Beaucoup. Et d'autres pensaient qu'il fallait aller plus loin, c'est-à-dire qu'il fallait couper, séparer l'Église catholique de l'État et donc renoncer au concordat de Napoléon, le fameux concordat. Alors, c'est ce qui s'est fait par un projet de loi en 1905, c'est la fameuse loi de 1905, qui a eu plusieurs rédactions, en fait. C'est toujours complexe, une loi. Et au départ, c'était un projet de loi assez dur, d'ailleurs, très anticlérical, très anti-religieux. Et puis, finalement, pour des raisons sur lesquelles je passe, il y a eu un renversement du gouvernement français. Le nouveau chef du gouvernement a une vision beaucoup plus libérale et ça a donné une loi de séparation beaucoup plus souple. Elle était beaucoup plus souple. Alors, cette séparation, notamment si on retenait au moins les deux premiers articles, d'abord, elle ne parle pas de laïcité. Le mot n'existe même pas. Elle ne parle même pas d'église. En fait, dans les deux premiers articles, ce dont on parle, c'est d'une non-reconnaissance des cultes. D'où le mot culte. Le culte est très important. L'État de la République ne reconnaît plus les cultes. Article 1. Donc, ils se financent, ils s'organisent à leur façon. On ne paye plus les prêtres, ce ne sont plus des fonctionnaires, c'est terminé. Ils s'organisent, ils sont libres de ça. Deuxième article, bien sûr, c'est la liberté de conscience. Chacun est libre, la conscience de chacun est libre, et donc chacun peut être athée, agnostique, tout ce qu'on voudra, croyant, catholique, en fait, c'est une loi de liberté de conscience, par la séparation des cultes. Vous voyez ? Alors ensuite, il y a beaucoup d'autres points sur lesquels c'est considérable, sur lesquels qui n'ont pas ici beaucoup d'intérêt pour nous, mais il y a aussi, quand même, ce qui compte, c'est l'aspect matériel, ce sont les bâtiments religieux. Qui allait financer la restauration des bâtiments religieux? C'est une vraie question, ça. C'est comme, par exemple, même des mosquées aujourd'hui, il y en a en France, des mosquées. Alors, toutes les églises construites avant 1905, prenons l'exemple de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'État républicain prenait en charge, c'était reconnu comme des bâtiments de la République, c'est-à-dire que l'État prenait en charge financièrement la restauration de ces monuments religieux. Très clairement, c'est-à-dire que la séparation n'entraînait pas le fait que l'Église devrait se débrouiller pour… imaginez, quand il y a eu l'incendie Notre-Dame de Paris, c'est très concret.
le diocèse de Paris n'aurait pas les moyens de financer une telle restauration. En fait, c'est l'État français qui paye. C'est tout à fait légal. Vous voyez. En revanche, tous les bâtiments qui ont été construits après sont à la charge de l'Église. Ils ne sont plus à la charge des communes. En fait, c'est des communes, mais désormais sont à la charge des églises. Alors, il faut trouver des fonds privés. Par exemple, on a créé une cathédrale dans une ville qui s'appelle Évry. C'est une ville nouvelle, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, je viens de cette ville, hein, qui a été créée, cette cathédrale a été créée il y a au moins 30 ans maintenant. Évidemment, elle a été payée sur fonds privés, forcément. Elle a été payée sur fonds privés parce que l'État ne finance pas un bâtiment religieux après 1905. Donc, c'est une sorte de règlement, vous voyez, qui s'est fait comme ça. Alors, bon, il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on pourra encore discuter, mais je ne veux pas non plus m'attarder plus longtemps, mais c'est ce qu'on a appelé, en termes plus techniques, la laïcité législative. Il y a la laïcité scolaire, et là, on a une laïcité de l'État, qui est une laïcité législative. C'est le législateur, ce sont les députés qui ont voté, tout simplement. C'est très là. Autant vous dire que si les Français, dans leur totalité, avaient eu à voter à cette époque, ils auraient été contre. Parce que 95% des Français étaient catholiques. Donc la grande majorité aurait voté contre. C'est évident. Il y aurait eu un référendum, la grande majorité des Français votaient contre la séparation de l'Église et de l'État. C'est quasiment assuré. C'était un vote parlementaire par les députés, c'est très, très, très clair. Donc, oui, il ne faut pas vous imaginer que la mentalité des Français était devenue majoritairement anticatholique. C'est totalement faux. Totalement faux. C'est pas vrai du tout. Hein. Alors, ensuite, il y a eu des évolutions. C'était très conflictuel, d'ailleurs. Hein. C'était très, très dur. Hein. Alors, ensuite, les choses se sont apaisées parce qu'il y a eu la guerre de 14-18. Il y a eu une certaine réconciliation, s'est faite. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand l'Alsace et la Moselle ont réintégré la France, la majorité des républicains n'ont pas voulu changer la loi, et donc l'Alsace et la Moselle est restée sous régime concordataire. Alors, certains aujourd'hui voudraient mettre en cause ce système. Et alors, d'ailleurs, à ce propos, je voudrais vous dire ceci, parce que ça touche à la situation actuelle, ce que je vais vous dire. Ça touche à la situation actuelle. Oui, j'ai été vérifié dans mes documents. Ah voilà. Je vais vous citer, depuis 1905, les exceptions qui existent, les exceptions juridiques à la loi de 1905 de séparation de l'Église et l'État, ce qu'on appelle la laïcité, en fait, qui est la loi de séparation des Églises et l'État, l'Église catholique principalement, mais c'est vrai aussi des protestants. Les protestants, tout le monde est concerné. Toutes les religions sont concernées. Eh bien, voilà, je vais vous citer, alors il y a l'exemple de l'Alsace et de la Moselle, mais il y a aussi à Wallis et Futuna, qui se trouve en Océanie, vous avez... c'est ce qu'on appelle les territoires ultramarins. Ultramarins, eh bien, il y a un enseignement organisé officiellement par l'Église catholique. Donc la laïcité n'est pas appliquée. Et là, ça va vous intéresser encore plus parce que c'est récent. Dans les fameuses îles Comores, qui ont pris leur indépendance de la France dans les années 75, je crois 75, entre-temps, il y a une petite île qui est revenue à la France par demande de cette île, c'est l'île de Mayotte. C'est une des îles Comores, Mayotte, qui a demandé à être rattachée à nouveau à la France. Or, l'île de Mayotte, c'est une île qui est à 99% musulmane. Ce petit département français est à 99% ou 100% musulman, ni plus ni moins que chez vous. Eh bien, oui, alors cette île est devenue un département français en 2011, c'est récent. Eh bien, est admis des jugements rendus par des cadis sur le droit islamique. Et voilà encore une exception. Hein. Troisième exception, beaucoup plus, celle-ci c'est la plus récente, plus ancienne. La Guyane, le département de Guyane française en Amérique du Sud. La France a une frontière avec le Brésil, ce qu'on oublie souvent. Eh bien, la Guyane, par une ordonnance du roi Charles X de 1828, la Guyane est un département dont la religion officiellement est catholique. C'est une religion départementale. Alors, c'est moins vrai, c'est en train de tomber probablement,
parce que le Conseil général du département de Guyane a décidé de ne plus financer les prêtres, de les payer. Mais je crois que ça reste encore, malgré tout, la religion du département des Guyanais. C'est une ordonnance du temps de la royauté. Alors, il y a là quatre exceptions classées. C'est pour dire, en France, il y a pas moins de 5 régimes des cultes. Vous avez le régime que nous connaissons majoritairement et que dont vous avez entendu parler, c'est celui dont on parle en ce moment, c'est la loi de séparation de 1905. Ça, c'est le régime cultuel le plus connu, le plus important, qui couvre la majeure partie du territoire français. Mais vous en avez 4 autres qui sont très minoritaires, mais qui existent. Et y compris, par exemple, pour l'île de Mayotte, qui est certainement à 99% musulmane. Vous voyez ? Donc, et ça, très peu de gens le savent. Et donc, on a une vision de la laïcité française très unilatérale, très fermée, et en fait, c'est beaucoup plus souple et plus ouvert qu'on ne le croit. Vous voyez, c'est très complexe. Alors, et même du temps de l'Algérie française, par exemple, quand il y avait bien un culte musulman en Algérie française, forcément. Eh bien, il y avait on avait prévu la mise en application de la loi de 1905, mais en réalité qui n'a pas abouti. En fait, mais ça avait été un vrai sujet, comment appliquer en Algérie la séparation de l'Église et de l'État, mais aussi de l'islam et de l'État. Bon, c'était très compliqué cette affaire. Bon, en fait, je passe là-dessus. Alors, il y a, vous voyez, là, et là, je vous parle à la fois de l'histoire et en même temps de l'actualité. On est sur les deux en même temps. La situation française d'aujourd'hui, c'est celle-là, dans sa complexité. Alors, ce qu'il faut aussi ajouter, c'est qu'en plus de cette laïcité législative, c'est-à-dire approuvée par la Chambre des députés en 1905, elle a été introduite dans la constitution des 2 dernières républiques, celle de 1946, donc la 4e République, et celle de 1958, l'actuelle, la 5e République. C'est-à-dire que la laïcité fait partie de la constitution de la République. Donc la laïcité, désormais, est constitutionnalisée. Comme d'ailleurs la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est une déclaration qui fait partie du préambule de la Constitution. Donc la laïcité est constitutionnalisée, mais sa constitutionnalisation n'entraîne pas le fait que sont exclus les autres régimes des cultes. Et donc c'est beaucoup plus souple là aussi. Alors, là, je voudrais, parce que j'ai dû dépasser sans doute le quart d'heure, mais je vais venir des questions qui peuvent vous intéresser. On va amorcer une conclusion. Oui, mais on va arriver, on va y arriver. On va laisser la parole. Voilà, on va arriver au bout. On va arriver au bout, c'est parce que, mais ce qui m'intéresse, c'est vous simplement résumer les questions qui se sont posées depuis environ 30 ans. La grande question nouvelle qui s'est posée et qui va vous intéresser, certainement, ça a éclaté notamment en 1989, c'est depuis le voile, la fameuse affaire du voile islamique. C'est-à-dire que là, on a depuis, disons, l'islam existe depuis, ne serait-ce que parce qu'il y a eu beaucoup d'Algériens qui sont arrivés, il y a eu beaucoup d'immigration maghrébine. Donc depuis la décolonisation, il y a eu l'arrivée de nombreux musulmans, très, très clairement. Donc ça, c'est ancien déjà. Ça fait au moins 50 ou 60 ans. Donc il a fallu organiser un peu les choses, etc. Bon. Mais ce qui est apparu nouveau, c'est lorsque des jeunes femmes françaises, mais musulmanes, se sont mis à porter le voile. Alors ça, c'est devenu une grande question, un grand défi sans précédent historique dans l'histoire de la laïcité française. Alors ça c'est une question d'actualité depuis notamment 1989. On peut même dire très précisément. Ça fait plus de 30 ans. Donc l'islam est devenu la grande question, le grand défi pour la laïcité française. Parce que c'est l'affaire du foulard de Creil. Alors, il y a eu c'est-à-dire des jeunes filles allaient à l'école publique, donc laïque, musulmanes et portant un foulard. D'ailleurs, on appelait ça un foulard. On n'appelait pas ça un voile, on appelait ça un foulard. Et ça a suscité, bien sûr, un scandale, etc. Elles ont été exclues, d'ailleurs, je crois, de l'école. Enfin, et ça a suscité plein de débats.
plein de débats, etc. Voilà. Alors, entre les tenants d'une laïcité beaucoup plus traditionnelle, si vous aimez mieux, et puis les tenants d'une laïcité qu'on a qualifiée d'ouverte, ou oui, ouverte, disons, appelons-la comme ça. Hein. Il y a eu toutes sortes de débats, et depuis ce temps-là, c'est des débats quasiment interminables. Autant vous dire que même encore aujourd'hui, on ne peut pas dire que la question soit absolument réglée. Alors, il y a eu des commissions. Hein. Ah oui, 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 il y a eu des commissions, il y a eu il y a eu des décisions de prise. Par exemple, l'interdiction du niqab et de la burqa, ça s'est interdit depuis 2008, je crois, sous la présidence de Sarkozy. Alors, les signes religieux en général, ça ne vise pas que l'islam, ça vise toutes les religions. Même si, évidemment, il ne faut pas se le cacher, l'islamisme est le plus visé, mais ça vise quand même toutes les religions. Dans la laïcité actuelle, il y a une très grande méfiance à l'égard de tous les signes religieux trop ostentatoires, trop visibles. Voilà, ça c'est très... Il y a eu... là, j'ai tout un paragraphe enfin là-dessus, il y a des décisions prises et par les enseignants, par les parents et les élèves aussi. C'est absolument inconcevable. Tu grignotes un peu sur la partie discussion quand même. Parce que non, mais je termine là. Oui. Je nomme simplement pour terminer mon propos les grandes questions qui se posent aujourd'hui dans la laïcité française. C'est son rapport, alors en particulier à l'islam, mais c'est vrai aussi globalement de toutes les religions quand même. Il y a un véritable débat qui n'est pas réglé, qui est loin d'être réglé, et notamment qui revient par où la laïcité a commencé, c'est-à-dire par l'école. Ce n'est pas tellement la laïcité de l'État, ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait une séparation des cultes. Parce qu'en France, il y a des mosquées, il y en a plein maintenant des mosquées, il y en a partout. Ce n'est pas tellement ça, sauf les minarets. Ça, on n'en voudrait pas. Mais la vraie question, c'est l'école, c'est la laïcité à l'école. Et là où la vraie problème se joue là, vous voyez. Parce qu'une fois de plus, comme au XIXe siècle, c'est le souci que l'État ait le monopole de l'enseignement et que les enfants ne soient pas endoctrinés par une religion quelle qu'elle soit. Et c'est la grande question en fait d'origine et qui refait surface aujourd'hui. Voilà. Et ça, voilà les grands débats, si vous voulez, d'aujourd'hui, en fait, hein, qui se posent dans la... Et des débats d'autant plus forts qu'aujourd'hui, des religions, ce n'est pas simplement le christianisme, le judaïsme, l'islam, et aussi le bouddhisme qui s'est implanté. Le bouddhisme est pas très fort, mais quand même. Il y a donc d'assez nombreuses religions. Il y a un éclatement religieux considérable. Vous voyez. Donc, évidemment, entre la laïcité d'aujourd'hui et la laïcité d'il y a un siècle, la situation n'est plus la même. Elle n'est plus du tout la même. Voilà. Moi, maintenant, je préfère me taire et surtout vous écouter. Et si vous avez des questions, des remarques à faire, mais tout ça pour vous dire que l'actualité d'aujourd'hui, elle ne s'éclaire que par l'histoire quand même. Il y a vraiment une histoire très française de la laïcité qui n'est pas l'histoire américaine, qui n'est pas l'histoire anglaise, qui n'est pas l'histoire allemande. C'est très différent. Même l'histoire italienne aussi, qui est encore autre chose. Voilà. Bon, j'ai parlé déjà. Merci beaucoup Bernard. C'était pour moi, je pense pour les jeunes très clair cette fois-ci. Donc, parce que c'est très pédagogique, ça c'est important de dire. Donc, c'est important. Le rappel historique clair et court est très important, avec des exemples, avec les lois, la séparation, l'Église, la laïcité, donc tout cela, 1905, troisième, cinquième République, 58 jusqu'à nos jours, les lois, le voile, l'islam, je pense, c'est un sujet de débat et donc depuis, je pense, 5-6 ans, surtout dans les rues, surtout dans les médias, il y a beaucoup de débats. Avec quelques rédacteurs musulmans, je pense qu'il y a un débat très intéressant sur ça, même si
le combat est très, très long pour arriver à une Oui, réconciliation. oui, c'est ça. Donc, j'ai beaucoup de questions à poser, mais je préfère que les jeunes commencent. Donc, si Lobna, Hadi, El Abir, Liliane, vous avez des questions à poser à Bernard, donc c'est une occasion. À vous. Monsieur, au début, merci beaucoup d'être avec nous, mais un jour, Macron a dit que le voile ne conforme pas à la laïcité. Qu'en pensez-vous et comment est-ce qu'on peut éviter le mélange entre la laïcité et l'islamophobie? C'est ça. Attendez, la laïcité est là, vous dites l'islamophobie. Oui, Ah, vous parlez d'islamophobie. oui. Ah oui, alors ça, écoutez, Mais monsieur, aujourd'hui, les gens mélangent entre la laïcité et l'islamophobie. Toujours, il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, Charlie Hebdo, par exemple, l'interdiction de la voile, c'est ça. oui, alors, le voile n'est pas interdit en France. Ce qui était interdit, c'est la burqa ou le niqab, c'était les grandes tenues qui faisaient qu'on ne voyait pas le visage. Mais monsieur, Marine Le Pen, il a interdit le voile, Qui? clairement. Marine Le Pen. Ah oui, mais ça, Oui. bon, elle n'est pas au pouvoir. Elle n'est pas au pouvoir, oui. Mais ça, on verra bien si elle devait arriver au pouvoir. C'est possible. Mais actuellement, parlons d'actuellement. Hein. Puis je reviendrai ensuite sur l'islamophobie. Il y a beaucoup, si vous veniez dans une ville comme Paris, vous verriez qu'il y a beaucoup de jeunes femmes musulmanes qui ont un voile, et je dirais même qu'il y en a même de plus en plus, j'ai l'impression. Donc, alors, cela dit, il y a plusieurs manières de le porter. Hein. Il y a une esthétique, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une esthétique du voile. Bon, il y a plusieurs manières, moi je le vois fréquemment. Donc, dans le métro, dans la rue, ça ne pose aucun problème. Alors, en revanche, à l'école, oui, moi j'ai même vu des musulmanes à l'université, hein. Et même j'enseigne dans un institut catholique. L'année dernière, j'avais des étudiantes musulmanes qui étaient voilées, mais voilées simplement. Ça n'a jamais posé le moindre problème. Alors, cela dit, attention, parce que vous avez prononcé un mot d'islamophobie. C'est un mot qui est très souvent utilisé un peu à tort et à travers. D'abord, on ne sait même pas définir ce qu'on appelle l'islamophobie. C'est un mot qui n'a aucune rigueur juridique, qui ne veut tout dire et rien dire. Il y a deux mots actuellement qui s'opposent en France dans les débats idéologiques. Vous avez l'islamophobie, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme aussi. Alors, les islamo-gauchistes, ce sont ceux qui défendent l'islam, à tout prix, mais à tout prix quand même. Hein. Ah oui. Et puis, vous avez ceux qui seraient, parce qu'ils sont contre l'islam, en fait, ils sont contre l'islam. Ils sont contre une certaine forme de présence. Et du coup, on dit qu'ils sont islamophobes. Ce n'est pas forcément vrai. Attention, faut surtout éviter dans ce genre de questions de tomber dans des oppositions binaires. Ou du même coup, il n'y a aucune... Il faut savoir manier la nuance. Oui, il faut savoir manier la nuance. Parce que si vous n'êtes pas dans la nuance, vous allez vous retrouver dans une position où, par exemple, moi qui vous parle, est-ce que je suis islamo-gauchiste ou est-ce que je suis islamophobe? Oui. Si vous posez la réponse, je vais vous répondre tout de suite d'ailleurs. Je suis ni l'un ni l'autre. Ah, oui. Et je suis sincère, hein, je suis ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que je suis pour le respect des institutions et des mœurs de mon pays. Et donc, la France doit rester ce qu'elle est, c'est une évidence. Mais ça ne fait pas loin d'islamophobe, si vous voulez. Quand j'ai eu des étudiantes musulmanes avec moi qui sont venues me voir, je vais même en rencontrer encore prochainement. Il n'y a absolument aucun problème. Vous voyez, donc, c'est des mots, en fait, très idéologiques. Alors, qu'il y ait des gens qui soient islamophobes, il y en a. Mais comme vous avez des homophobes, comme vous avez des judéophobes, hein, comme vous avez... Les phobies, c'est là... Il y en a toutes sortes. Mais la phobie, étymologiquement, c'est la crainte. C'est la crainte, c'est la peur. Ah oui, oui, je sais, oui. Hein, vous connaissez le mot. Bon, alors,
il faut prendre ça avec, nuance, effectivement, vous voyez. Il faut prendre ça avec nuance. Mais et être puis, nuancé, ça n'est pas être mou. Hein. non, non plus, oui, 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 oui. Alors, cela dit, il y a aussi, vous savez, sur la question des jeunes femmes musulmanes en France, et même, à mon avis, plus largement en Europe, vous en avez de toutes sortes. Vous en avez qui sont très laïques, et vous en avez qui portent comme vous le voile. Vous avez les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer une espèce de vision maintenant très homogène. C'est-à-dire qu'avant, on n'en voyait pas, et puis soudainement, depuis 30 ans, toutes les femmes sont voilées. C'est totalement faux, hein. Il y a les deux. Vous voyez, c'est très complexe. C'est très, très complexe. Bon, voilà ce que je peux vous dire, si vous voulez. Et vous voyez ça comment, la laïcité depuis Gaza? Comment? Comment vous voyez ça, la laïcité depuis Gaza? Ah oui, oui. Qu'est-ce que Oui, oui, ça vous Gaza, oui, inspire? oui, Est-ce que c'est une question dont on discute à Gaza oui, oui, ou oui, en oui, Palestine en oui, général? oui, Et qu'est-ce qu'on en dit? oui, personnellement, oui, je pense que la laïcité, c'est une façon très belle pour vivre ensemble. Mais franchement, aujourd'hui, je pense, moi-même, personnellement, oui, je pense que la laïcité en France est appliquée seulement sur les musulmans, malheureusement. Toujours, il y a beaucoup de problèmes. C'est ça, oui. Un peu aux catholiques aussi. Oui, mais oui, toujours les musulmans aujourd'hui sont Les plus visés. mal compris, oui. Les plus visés. Ah oui, oui, c'est ça. Ce sont. Qu'est-ce qu'on dit alors en Palestine de la laïcité? Je ne sais pas si c'est un sujet qui est discuté. Hein. Vous avez d'autres questions à poser à Bernard, les autres? Oui, monsieur. Oui, Adi. D'abord, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire les mots suivants? Une histolite et le devoir envers Dieu, et même si la naturalité. Qu'est-ce que ça veut dire, la naturalité? Neutralité. Neutralité, oui, désolé. Je n'ai pas compris le premier mot. Le premier mot, c'est une histolite. Histolite? Oui, vous avez déjà dit une histolite. Non, il a dit les catholiques. Ah oui, catholique. Catholique. Ah, les catholiques. Catholique. D'accord, mais le devoir envers Dieu. Oui, ça je comprends. Hostilité, c'est ça? Ah, hostilité. Oui, oui. Hostilité. Hostilité, ça veut dire quand on a l'hostilité contre quelqu'un, c'est quand on a vraiment une ennemie, c'est ça, une inimitié. Si je vous suis hostile, ça sera si je suis un ennemi. C'est que nous serions l'un et l'autre des ennemis. C'est ça. C'est comme l'hostilité entre Jean-Pierre et Bernard. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Face à face. Voilà, face à face. Vous voyez, on se bat. C'est l'hostilité. Avant l'émission, on s'est battu. Hein. On a failli en arriver au moins. Mais bien raconter n'importe quoi. Monsieur John, est-ce que vous pourriez-vous m'écrire le mot, s'il vous plaît? Oui, ben moi je peux vous mettre. Alors je ne sais pas écrire. C'est H-O-S. H-U-S. O comme Olivier. H-O. Oui. O. H. S comme Serge. T comme Thierry. T. I comme Isabelle. L comme Louise. I encore comme Isabelle. T comme Thierry. Et E accent aigu. Et hostilité. Hostilité, oui. Je viens de l'écrire. Oui, monsieur. Et
l'expression aussi, le devoir envers Dieu. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire? ça, c'est beaucoup plus, oui, c'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs. Oui, alors, le Ah devoir oui. envers Dieu, c'était en fait, c'était pas très défini, à mon avis, mais c'était le fait que la République reconnaissait qu'il y avait une sorte de transcendance divine et que la moralité, au fond, la moralité s'appuyait sur cette transcendance. Le fait qu'on ne peut pas vivre en société sans morale, et cette moralité s'appuyait sur des devoirs envers Dieu, sur la reconnaissance qu'il y avait un être supérieur. Voilà. On Oui, parlait pendant la Révolution française, Bernard, on a parlé tout à l'heure d'être suprême. oui, un être suprême. Mais qui valait pour tout le monde. Si vous voulez, imaginez qu'aujourd'hui, nous sommes dans la France d'aujourd'hui. Il y a des catholiques, des protestants, des musulmans, des juifs, etc. Bon. Chacun, si on prend les trois monothéistes croient en un Dieu unique. On est d'accord. Les devoirs envers Dieu, du coup, si les devoirs envers Dieu, c'est très pratique. C'est qu'on peut se dire que les musulmans, les juifs et les chrétiens ne vont pas se disputer, parce qu'ils seront d'accord sur un point, c'est qu'il y a des devoirs en un Dieu, un être suprême. Alors vous l'appelez Allah, moi je l'appelle Jésus-Christ, les juifs l'appellent Yahvé, vous voyez, on va être d'accord là-dessus. Oui. Et ça avait quand même un aspect, ça va même encore aujourd'hui, même encore plus que jamais aujourd'hui. Ça sera encore plus important aujourd'hui. En un sens, c'est regrettable. Parce que alors là, ça ne crée pas la zizanie, ça crée au contraire plutôt une certaine concorde, puisqu'on est au moins d'accord sur le fait qu'il y a au moins un Dieu transcendant. Alors, ce qui est embêtant, c'est pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Ça, évidemment, c'est un problème. Mais pour nous qui sommes des croyants, là, au moins, vous voyez, c'est pratique. Tu es pour l'alliance des croyants. Je croyais que tu n'étais pas pour l'alliance des croyants. Non, moi, je ne suis pas pour la division des croyants. Je ne suis pas pour le mélange, par contre. Pas le mélange. Voilà. Mais oui, est-ce que, non, mais attends, est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est plus clair? Il y a des devoirs envers Dieu. Oui, un peu, beaucoup. Oui. Merci à vous. Mais votre question, l'autre, c'est la neutralité. C'est important. Parce que oui, la neutralité, oui. Oui, parce que ça veut dire. Oui, vous avez dit que c'est un grand mot philosophique, la neutralité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais plus de la définition. Définition, une plus grande définition. Définition. C'est complémentaire avec la question précédente, au fond. Si on dit, l'État républicain, à la fin du 19e siècle, disait, il y a des devoirs envers Dieu. Mais le Dieu dont on parle n'est pas spécialement catholique, il n'est pas spécialement protestant, il n'est pas spécialement juif. Bon, à l'époque, l'islam n'existant pas, on n'en parlait pas, mais il n'est pas spécialement musulman non plus. Ça veut dire que l'école, un de ses piliers, elle est obligatoire et gratuite, mais elle est aussi neutre en ce sens qu'elle ne se prononce pas sur la croyance en Dieu. Elle ne se prononce pas. Il y a des devoirs envers Dieu, mais elle ne se prononce pas sur la manière dont on croit. Elle n'impose pas une manière de croire. Elle est neutre. C'est en ce sens que c'est philosophique. Son principe philosophique, c'est de dire l'État, par l'école, n'impose pas une manière de croire en Dieu. C'est-à-dire que dans une salle de classe, imaginez dans une salle de classe, vous avez des petits musulmans, des petits juifs, des petits chrétiens, ils sont les uns comme les autres à pied d'égalité, parce que aucun ne puisse dire, mais mon instituteur, il va m'enseigner la manière dont je dois croire en Dieu. Non, il n'enseignera jamais la manière dont ça, c'est neutre, neutralité. Neutralité. Ah oui, ça veut dire être juste être neutre. C'est ça. C'est ça, monsieur Ziad. Oui. Alors là, je ne connais pas le terme. Oui. Comment on dit neutre en arabe? حيادية. être موضوعية حيادية. C'est-à-dire que je comprends. Vous voyez, moi, j'ai connu ça dans mon enfance. Quand on quittait l'école, Merci. On avait un cours de catéchisme. Le prêtre venait nous chercher à l'entrée de l'école, mais il n'entrait pas à l'école. Et donc, l'institutrice donnait
bonjour, l'institutrice donnait au curé les enfants, et le curé, lui, bien sûr, il enseignait la religion catholique. Mais l'institutrice, jamais. Imaginez, il y aurait un imam, vous imaginez, vous retirez le curé, vous mettez un imam. Il va chercher les enfants à l'école. Eh bien, l'instituteur à l'école, il ne va pas enseigner l'islam. En tout cas, il ne va pas enseigner le Dieu des musulmans, pas plus que le Dieu des catholiques. Par contre, l'imam, lui, il va récupérer. Voilà. Vous voyez, c'est distinct. C'est même séparé. L'école n'impose pas une manière de croire en Dieu. C'est à l'imam de le faire pour les musulmans, c'est au curé de le faire pour les catholiques, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est beaucoup plus clair comme ça. C'est beaucoup plus clair. Ah oui. Donc, Et est-ce que la religion islam est obligatoire dans les écoles publiques? Non. Non, aux écoles publiques? Non, les écoles publiques Oui. n'enseignent aucune religion. Les écoles publiques, Oui, les écoles publiques n'enseignent aucune religion. Elles peuvent enseigner ce qu'on appelle de la culture religieuse. Mais elles n'enseignent pas une croyance religieuse. Elles enseignent des cultures religieuses. Donc, par exemple, on peut très bien imaginer dans une école publique enseigner l'histoire de l'islam comme l'histoire de la chrétienté, ça c'est autre chose. Mais elle n'enseigne pas la croyance dans l'islam ou la croyance dans le christianisme. Mais c'est vrai des autres religions. C'est pas une discrimination par rapport à l'islam, c'est vrai de toutes les religions. L'école laïque n'enseigne pas une religion. Elle enseigne des cultures religieuses. C'est pas pareil. Ah oui. Vous voyez la différence? Je comprends, merci. Merci, monsieur. Merci à vous. Très gentil. D'autres questions, Abir, Eliane? C'est clair pour vous, Abir, Eliane? Oui, très clair. Eliane, Abir. Oui, très clair. Donc, Bernard et Jean-François, par rapport à votre question sur la laïcité en Palestine et dans les pays arabes. Oui. Donc, je vais faire une petite intervention de 3 minutes. Oui. D'abord, la notion et le concept de laïcité est tout à fait différent dans les pays musulmans de pays européens, surtout la France. Pourquoi? Parce que la laïcité, comme vous avez bien fait, Bernard, de faire un rappel historique, nous, on n'a pas vécu ça. Donc, nous, historiquement, de père à fils, c'est l'islam. Donc, il n'y a pas l'histoire de la laïcité. C'est vrai, dans quel pays arabe il y a un problème de cohabitation comme le Liban, la Palestine, où il y a l'Égypte, la Syrie, l'Irak, où il y a une minorité chrétienne, quelquefois il y a des juifs, mais en général, dans les pays arabo-musulmans, il n'y a pas un problème de laïcité. Même si dans le débat, mais dans la constitution, dans les institutions, c'est l'islam, c'est la religion d'État. Donc, en général, ça ne pose pas. Quelquefois, il y a des intellectuels qui mélangent entre laïcité et athée. Ça veut dire quelqu'un qui est laïque, ça veut dire automatiquement qu'il est athée. Et ça, c'est pas vrai parce que le concept de la laïcité en France, c'est pas question d'athée, au contraire. Vous avez bien expliqué, Bernard, l'histoire de la religion catholique. Jusqu'à maintenant, il y a des fonds propres pour établir et créer des églises comme Évry. Vous êtes originaire de Évry ou Évry-sur-Seine, c'est ça? Évry-sur-Seine, pas Ivry, hein, mais Évry. Évry. Avec I? Non, avec un Oui, comme Édouard, oui, c'est ça. Comme Édouard. Donc, c'est la Val-de-Marne, c'est ça? Ah non, c'est l'Essonne. Ah, l'Essonne, c'est ça, l'Essonne. Donc, Ivry avec eux, c'est pas Ivry avec I. Ivry avec I, c'est le Val-de-Marne, oui. Ivry avec I, parce que je connais quelqu'un qui habite en face, c'est Jean-Claude Faure, je ne sais pas ce que vous avez entendu parler, c'était un ex-député communiste qui habitait, donc sa maison c'était au milieu de l'église, et c'était, quand je suis allé le voir, donc il y a toujours des débats entre l'église et lui, il est communiste, donc c'est toujours il y a un débat sur le sujet, donc c'est pas toujours évident. Donc en France, il y avait une histoire de guerre des religieux, la première, deuxième guerre mondiale, l'arrivée des immigrés musulmans, donc il y avait quelques musulmans avec l'histoire de
Personnellement, je n'aime pas, comme tu as dit, le mot islamophobie, mais je n'aime pas encore le mot islamisme et musulman gauchiste, comme ça, des termes créés par les médias, donc, et quelques, malheureusement, il y a une manipulation politique, parce que c'est vrai, moi, j'étais en France pour des études, pour des colloques, mais j'ai pas vécu en France, je ne me mêle pas dans les affaires. Je suis, comme professeur de français, je suis les médias, j'essaie de m'approcher des médias, des intellectuels, de participer à des colloques, mais je pense qu'il y a beaucoup d'exagération, parce que si on va dans le fond du problème, je pense que la laïcité peut exister à condition de respecter donc la religion de l'autre. Si voilà, mais ici il y a une troisième question, comme l'a dit Obna, c'est quand on parle de l'islam. Il avait raison d'utiliser le mot islamophobie. Moi, je suis pas d'accord, mais il a raison. Parce que c'est ça le problème. Quand il y a une attaque contre une mosquée, quand il y a une attaque contre un musulman, les médias, ils parlent moins. Les intellectuels, ils sont absents. Mais quand il y a une attaque, même si on condamne des noms comme Charlie Hebdo, comme le professeur d'histoire Samuel Paty, oui. voilà, donc nous, on condamne toute forme de violence. Mais le problème ici, voilà pourquoi on attaque toujours les musulmans dans les programmes politiques, donc les candidats, dans les médias, on s'acharne sur les musulmans, voilà, donc, pas tous les programmes, hein, t'en as qui... oui, mais il y a quelques programmes. Est favorable, lui. Oui, mais il y a un amalgame entre musulmans et islamisme. Islamiste, le terme islamisme, il était inventé malheureusement par quelques partis politiques, il est toujours répété malheureusement. Et les résultats, on a vu qu'il y a, c'est vrai maintenant, il y a une alliance entre la gauche, les insoumis pour arriver au pouvoir, même l'extrême droite de Marine Le Pen pour faire barrage à Éric Zemmour pour arriver au pouvoir à l'Assemblée, donc aux députés. Mais ça, c'est un débat interne aux Français. Mais nous, de l'extérieur, je pense qu'ici, il y a un problème avec l'islam, il y a un amalgame. Et ma question, pourquoi les religieux, soit les religions catholiques, protestants, juifs, ne condamnent pas, par exemple, les attaques contre les musulmans? C'est ça que vous voyez un peu. Ça veut dire ici, quand, par exemple, les médias attaquent les musulmans, on néglige les attaques contre les mosquées, il vient le rôle des religions de soutenir donc les musulmans quand il y a voilà. Et pourquoi il y avait un soutien de beaucoup de musulmans à la France quand il y avait des attaques contre Charlie Hebdo, contre Samuel Paty, contre le bataillon, quand il y a des attaques comme ça. Donc le problème c'est que on a laissé les médias, et c'est ça notre question, c'est d'une part il y a les religions, mais il y a les intellectuels, d'accord? Si on va parler aujourd'hui des intellectuels français, on le voit moins présent, c'est une réalité, pour dénoncer pas seulement ce qui se passe en France, mais même à l'étranger. Si on va parler de la cause palestinienne, si on va parler des causes humaines en Afrique, la famille, il y a beaucoup de problèmes politiques en Amérique latine, en Afrique, la sécheresse, l'environnement en Palestine, il y a des attaques israéliennes au quotidien, il y a des crimes israéliens, des massacres israéliens contre le peuple palestinien. Mais on voit pas, c'est rare qu'on voit des intellectuels, ça existe, mais c'est rare qu'on voit des intellectuels français, donc, de façon directe pour dénoncer les crimes israéliens. C'est vrai, peut-être ils vont être attaqués d'être antisémites, mais nous sommes antisémites, les arabes musulmans. Donc, vous voyez un peu, dans tout, il y a beaucoup de choses contradictoires. Nous, le plus important pour nous, c'est les gens normaux comme vous, comme Jean-François, qu'on tient à le remercier parce qu'il aide les jeunes pour les échanges, il facilite dans le groupe d'échange en français. Comme Tahara, hein, on jette un pont par-dessus la Méditerranée. Oui, c'est ça. Donc ici, il y a dans la société française des gens magnifiques. Il y a actuellement, comme par exemple, si on va parler comme palestinien, d'accord? Oui, au quotidien, il y a des crimes. Hier, ils ont tué un enfant de 7 ans, donc Ryan. Donc, est-ce que les médias français, ils ont parlé de ça? Est-ce que les intellectuels français, ils ont dénoncé ça? Dans les médias, c'est apparu. Si je l'ai vu dans les médias.
Qui? Dans les médias, c'est dit. Non, je dirais même que la politique d'Israël est généralement plutôt dénoncée. Ah ouais. Non, Non, détrompez-vous. dans les grands médias, je ne pense pas. Il y a quelques médias, oui, dans les grands médias, on parle. Au contraire, moi j'ai suivi, j'étais interviewé, j'étais invité à solliciter par des médias, et toujours il invite le porte-parole de l'armée israélienne, et c'est rare qu'il invite un Palestinien pour parler de la situation. Donc sur les médias. Ça c'est autre chose. Alors là, ce que vous dites, ça je savais pas. Ça c'est autre chose. Mais par contre, dans les médias chez nous, je suis sûr que les gouvernements d'Israël, en tout cas en France, globalement, ne sont pas très populaires. Ils ne sont pas très populaires. Globalement, ils ne sont pas très C'est la population, mais dans les médias, au contraire, parce que les médias. Donc, je vous donne parce que moi comme professeur, chercheur, j'ai fait une étude de recherche de 15 pages. Je peux vous l'envoyer, donc, je l'ai fait en arabe, je peux le traduire en français, sur la place de la cause palestinienne dans les médias. Il y avait un colloque à Gaza en 2021, justement après l'agression, c'était au mois de juin 2021. Et c'était le thème, la place de la cause palestinienne dans les médias étrangers. Moi, comme francophone, j'ai écrit une recherche de 15 pages sur la plage. Donc, j'ai pris des France TV5 Monde, donc BFM, LC, et donc des chaînes TF1, France 2, vous voyez un peu France 3, ça veut dire les grands médias soit publics. Et j'ai remarqué, donc, il y a 3 remarques très importantes. D'abord, l'occasion au porte-parole de l'armée. Quand on invite un Palestinien, c'est une réalité, donc ça c'est. On s'écarte un peu. Percevoir les choses de la même manière que nous ici, vu de Paris, évidemment. On n'a pas les mêmes. Alors, évidemment, vous devez aussi certainement avoir une perception du traitement des musulmans en France qui est très liée à votre situation. Et évidemment, on ne peut pas voir les choses de la même manière. Alors, cela dit, en France, globalement, les politiques comme les intellectuels font bien la différence entre l'islam. En France, il y a un mot pour ça, on va dire l'islam modéré. La majorité des musulmans français sont modérés. Non, mais tout le monde le sait. Il y a une minorité d'islamistes, et même d'un islamisme violent. Parce que tous les islamistes ne sont pas violents, donc c'est plus complexe. Oui. Alors donc, c'est tout ça est à prendre avec beaucoup de. Mais ça veut dire quoi pour vous, islamisme? Alors, oui, ça veut dire plusieurs choses en fait, puisqu'il y a ça peut être pour moi, ça veut dire une lecture, disons, conservatrice de l'islam, pour dire les choses très rapidement. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'islam, loin de là. Et puis, vous avez des islamistes, mais qui ne sont pas violents. Par exemple, parmi les salafistes, certains ne sont pas du tout violents. Mais vous avez tout un courant chez nous, enfin, il y en a qui sont, eux, vraiment, qui préconisent la violence. Alors, en fait, ce qu'on appelle les islamistes, les vrais, les purs et durs, ce sont ceux qui sont violents. Alors, en fait, bon, alors ensuite, quelles que soient les distinctions subtiles, compliquées, hein, c'est compliqué. Ce que je constate, c'est que, de toute façon, je parle de la France, hein, le problème, c'est que le problème, il est pour les musulmans d'abord en France et dans nos pays européens. C'est pas qu'en France. En fait, il y a une sorte de je dirais, de prise d'otage de la majorité des musulmans qui sont des gens modérés par les islamistes qui donnent une image extrêmement négative de l'islam, et du même coup, ça entraîne des attitudes répressives contre les islamistes, mais les musulmans modérés eux-mêmes, du coup, en font les frais. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que j'appelle une sorte de prise d'otage. Donc c'est très compliqué d'arriver à faire la part des choses
entre combattre les extrémismes religieux, mais d'où qu'ils viennent, sans porter atteinte au respect des religions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un sujet extrêmement, Oui, mais extrêmement délicat. moi, je suis pas d'accord parce que pourquoi nous, on fait pas un amalgame entre les Juifs et l'État d'Israël et l'armée israélienne qui tue nos enfants. Tu vois? Nous, Voilà, faut pas. quand on rencontre un Juif, on va pas dire parce que l'État d'Israël c'est un État terroriste, on va te tuer. Non, Non, c'est mais là, vous rare. avez raison. Ça existe. Mais pourquoi en France, il y a cet amalgame, d'accord? Non, là, je vous assure. Quand on dit l'islam modéré musulman, il n'y a pas de musulmans modérés intégristes. Non, il y a des musulmans. Les musulmans, c'est comme les catholiques. C'est la religion chrétienne. Vous êtes chrétien, je vous respecte. D'accord? Vous avez vos règles, vos traditions, je vous respecte. On a l'amitié entre nous, on a l'amour en Dieu, on partage des valeurs. Donc voilà, même s'il y a des divergences, nous, pour nous, Dieu, Allah, pour vous, vous êtes libre. Donc, mais nous, on ne vous force pas à entrer l'islam, mais vous ne forcez pas. Donc, chacun, il exerce. Voilà. Non, ça, c'est clair. Si, par exemple, vous allez venir à Gaza, vous pouvez exercer votre religion, soit dans l'église catholique, dans l'église protestante, dans l'église chrétienne à Gaza, dans l'église chrétienne. Donc, il n'y a pas de distinction, d'accord? Mais en général, pourquoi on mélange? Moi, je n'aime pas l'amalgame. Et pourquoi on laisse les médias? C'est pour cela il y a un rôle très important des intellectuels pour essayer. D'accord? Nous, on essaie un peu de calmer, de remonter le moral des jeunes. Les jeunes à Gaza, ils sont désespérés, mais on essaie un peu de remonter le moral parce qu'ils sont en colère contre l'occupation. Mais s'il n'y a pas d'intellectuels qui essaient de calmer les jeunes, les gens ils vont être en colère contre les juifs, contre les religieux. Vous voyez un peu? Nous, par exemple, pourquoi nous, on ne fait pas la mélange entre l'attitude du gouvernement français qui soutient Israël et la population française où il y a des solidaires, où il y a des associations de solidarité, où il y a des gens normaux qui soutiennent la cause palestinienne. Vous voyez un peu? Et nous, on ne fait pas l'amalgame. Et c'est ça que me gêne chez les intellectuels. Oui. Non, mais Ziad, je suis d'accord. Je partage votre raisonnement. Quand j'ai dit musulman modéré, là, je ne fais que reproduire un langage, en fait, très journalistique, en gros. C'est comme ça que les gens s'expriment. Oui, mais pourquoi les intellectuels, ils ont laissé les médias voilà, jouer sur ça? Non, je comprends très bien. Moi, par exemple, je vais vous citer, c'est très concret, c'est des exemples de la vie quotidienne. Vous savez, enfin, vous allez le savoir, mon coiffeur est arabo-musulman. Et je ne vais pas le voir en lui disant « Toi, t'es bien, t'es un musulman modéré ». Ça n'a absolument aucun sens. C'est évident. Hein, il me coupe les cheveux et on se quitte, on est bons amis, tout se passe très bien. On ne se pose pas ce genre de questions. Je ne sais même pas s'il pratique à la mosquée ou quoi que ce soit. Ça ne me regarde pas. Donc, oui, il y a le discours officiel et je comprends que ça vous gêne. Je comprends très bien, je comprends votre raisonnement. Parce que dire musulman modéré, ça laisse s'entendre que la plupart des musulmans ne sont pas modérés. On peut le comprendre comme ça. Alors, ce n'est pas ce que je veux dire, moi, hein, soyons clairs. Hein. C'est le discours qu'on entend de fait dans les médias. Alors, comme vous me dites, on pourrait dire, alors, aux intellectuels de se prononcer. Non, mais ça, j'entends très, très bien. J'entends très, très bien. Et c'est de fait, mais cela dit, vous savez, vous parlez des Juifs. Il y a aussi de vrais problèmes. Hein. La difficulté qu'il y a de distinguer chez certains, je parle là de mon pays, hein, entre les Juifs et la politique d'Israël. Mais vous avez des gens qui vont mener des attentats antisémites ou anti-juifs, parce qu'en fait, vous êtes aussi sémites. En fait, les vrais sémites, c'est vous, à mon avis. Mais parce qu'ils confondent le judaïsme avec le sionisme avec la politique d'Israël. C'est la confusion, elle existe aussi. Hein. C'est complètement... ça relève d'un travail d'éducation, de formation. Hein, expliquer aux gens ce qu'est l'islam, ce qu'est le judaïsme, ce qu'est le christianisme, et que ça ne se confond pas avec des idéologies. En fait, c'est ça la question. Ça, c'est un vrai travail. Et les religions, aujourd'hui, sont souvent, malheureusement, utilisées, instrumentalisées à des fins politiques
beaucoup plus qu'elles ne sont reconnues pour ce qu'elles sont. Non, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, au contraire, je suis tout à fait d'accord. C'est un débat très important. Mais Alors, je oui, serais assez partisan de l'arrêter maintenant parce qu'il se fait tard et le père Bourdin d'accord, habite loin de chez moi. Mais alors, d'accord. avant de se Et- quitter, mais attends, Jean-François, avant de Oui. se quitter, parce que là, on ne va pas se quitter comme ça quand même. On va se retrouver, j'espère. Ça serait peut-être intéressant de fixer un sujet. Oui, 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 Qu'est-ce que vous en- le mois prochain, on va voir avec plaisir. Ah d'accord. On va coordonner avec Jean-François. Non, c'est important, c'est intéressant, mais dans le respect de chacun de. Non, non, c'est beau. Ah bah évidemment que c'est dans le respect de chacun. Enfin, il y a toujours des points de partage, il y a des points de divergence, c'est normal entre les débats, c'est toujours comme ça. Mais la réalité, c'est autre chose. Vous voyez un peu, moi, je n'aime pas l'amalgame et la confusion. Non, je suis d'accord. Est-ce qu'on pourrait Oui. parler, par exemple, des chrétiens de Gaza? Parce qu'il y a des chrétiens à Gaza. Oui, Ils ne il y sont a. pas nombreux, mais c'est un sujet. Oui, oui. Oui, c'est un sujet. Ah Pourquoi bah, pas? vous pourriez-vous nous instruire un peu sur la situation? Si Moi, ça m'intéresserait. vous, et Oui, pas puis de vous problème. pourriez On peut. inviter quelques chrétiens de Gaza et qui nous Ouais. diraient un peu. Oui. S'il parle français, avec plaisir. Mais non, mais moi, je serais Ah intéressé. ben, il y a des Moi, Boutarjem, il y a des Non, mais traducteurs. Ziad, dans la ligne de ce que vous venez de dire, moi, je serais intéressé par deux choses. La première, c'est il y a le fait d'entendre un peu, connaître votre situation, parce qu'on la connaît très mal, hein, forcément. Donc, moi, ça m'intéresse. Et la deuxième chose, c'est de continuer à réfléchir, au travers de ça, sur le rapport entre nos religions aussi. C'est-à-dire, et leur rapport à la politique aussi. Enfin, à mon avis, il y a un vrai sujet à approfondir. C'est comme ça qu'on fait tomber des préjugés. Non, je vais te dire une chose rapide avant de finir. Oui. Moi, en France, j'ai jamais demandé à quelqu'un tes origines, d'accord? Est-ce que tu es d'origine musulmane, chrétien, voilà. Et j'ai remarqué, après 15 ans de fréquenter la France, que la majorité de mes amis sont des juifs. Mais j'ai jamais demandé et je continue à être des amis. Donc, mais l'essentiel, ils sont des. Numéro 2, on travaille beaucoup avec des associations chrétiennes. On a le groupe Saint-Méry, donc à Paris, qui nous soutient, qu'on échange, on fait des échanges. Donc nous, on est tolérants, on est ouvert donc à tous les débats. Donc comme l'a dit Jean-François, c'est très intéressant et on peut fixer un autre le mois d'octobre un sujet sur la situation actuelle dans la bande de Gaza. Moi, je peux parler de mon analyse, les jeunes vont parler de leur vécu quotidien. Et comme ça, on fait un autre débat. En tout cas, merci beaucoup Merci beaucoup Bernard pour cette intervention. Merci Jean-François pour l'organisation. Je vous souhaite une bonne soirée. À Et bon bientôt. retour. Merci. Au revoir et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, Merci à Lubna merci, pour l'aspect Adil. technique. C'est elle qui gère l'aspect technique. Ah, Loubna Très est Nabil et Liliane, ils sont un Merci. peu timides, mais Adil, elle a bien parlé. l'âme de l'émission. Ouais. Allez, merci pour À le la débat. prochaine. Bonne soirée. À la Merci. prochaine, à bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu arrêtes l'enregistrement, Lubna. Alors. C'est intéressant.